Jeudi 18 mars, en manchette, 3 étudiants du Nouveau-Brunswick préparaient un massacre à la Columbine. Un homme abattu à Laval sous les yeux horrifiés de plusieurs témoins. J'ai vu le gars après de tirer les 5 ou 6 derniers coups. Déjà accusée du meurtre de son bébé, Mélanie Alix sera accusée du meurtre de sa propre mère. Un pensionnaire d'un centre d'hébergement empoisonné par un produit corrosif. Il y avait tout le système digestif enflé. Et à la météo sur le sud-ouest du Québec demain, dernière journée de l'hiver, sous le soleil. Bon vendredi. Alors, au Nouveau-Brunswick, 3 élèves qui ont été arrêtés pour un complot des plus machiavéliques. Ils projetaient une explosion, une tuerie dans une école secondaire de Saint-Jean. Leur plan était prévu pour le 20 avril, jour du 6e anniversaire de la tuerie de Columbine aux États-Unis. Une histoire à faire frémir, un plan diabolique. Faire sauter les bureaux administratifs de cette école secondaire, tuer le directeur, des membres du personnel et des étudiants avec bombes et fusils. 6 ans après la tuerie de Columbine, qui avait fait une quinzaine de morts, 3 étudiants de 15 à 17 ans du Nouveau-Brunswick, des cadets de l'air, auraient choisi la même date que cette fusillade, le 20 avril, pour commettre un attentat à Saint-Jean. Il semble que tout était planifié depuis longtemps, mais le projet aurait échoué après que les 3 cadets aient trop parlé. En voyage de groupe à Québec la semaine dernière, les 3 jeunes auraient été dénoncés par d'autres cadets qui avaient capté leur conversation. Le projet de complot s'est rapidement rendu à Saint-Jean et les adolescents ont été arrêtés à leur retour au Nouveau-Brunswick lundi. Selon la police, les jeunes possédaient du matériel explosif pour créer des pipe bombs. Ils s'entraînaient aussi depuis un certain temps à les fabriquer et les manipuler. Des manuscrits avec une liste de personnes à être exécutées ont aussi été saisis. Les 3 jeunes auraient été victimes d'intimidation, ce qui aurait soulevé leur colère. 2 sont maintenant accusés de possession d'explosifs. L'autre a été remis en liberté sous promesse de comparaître. 2 autres jeunes pourraient aussi être reliés à cette histoire. Les étudiants se sentent en sécurité dans cette école de Saint-Jean. La direction a tenu à les rencontrer pour les rassurer. On a répondu aux questions sans trop s'étendre sur les circonstances du complot. That was really serious. That was way out there. That was pretty scary. La nouvelle a suscité des réactions jusqu'au cabinet du premier ministre là. Les gouvernements, avec les intervenants communautaires, les sociétés, les parents, on doit travailler à prévenir ce genre de choses-là et voir quelles valeurs on inculque à nos enfants. Les 3 adolescents ont été suspendus de leur cours et du corps de cadets. Et en plus, 2 d'entre eux font l'objet d'une enquête de la police militaire de Gagetown en lien avec des incidents qui se sont produits ici à Québec. On ne connaît pas encore la nature, mais on nous précise que ça n'a aucun lien avec l'histoire du complot. Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Québec. Développement majeur dans le dossier de Mélanie Alix à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette femme de 30 ans qui est déjà accusée du meurtre de son bébé fait face à une nouvelle accusation. Joël, elle devra maintenant répondre de la mort de sa propre mère. Oui, Pierre. TVA a appris de sources sûres qu'une nouvelle accusation de meurtre prémédité sera déposée contre Mélanie Alix jeudi matin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il faut dire que la femme de 30 ans était déjà dans la mire des enquêteurs depuis un bon bout de temps. Sa mère est morte brûlée vive dans un incendie à l'Acadie en janvier 2001 et étrangement, son bébé est mort dans des circonstances semblables 2 ans plus tard. Mélanie Alix est finalement rattrapée par son passé nébuleux. En attente de son procès pour le meurtre de son bébé d'1 an, la femme de 30 ans devra également répondre de ses actes pour la mort de sa propre mère. TVA a appris de sources sûres qu'une nouvelle accusation de meurtre prémédité sera déposée jeudi matin contre Mélanie Alix au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. En janvier 2001, Francine Lévesque, 51 ans, est morte brûlée vive dans l'incendie de sa résidence de l'Acadie en Montérégie. Les enquêteurs avaient conclu à un incendie allumé par un article de fumeur. Mélanie Alix aurait touché près de 200 000 $ en héritage. En mai 2003, son fils Mathis, âgé d'1 an, a péri dans des circonstances semblables. Le poupon n'a pas été secouru à temps lorsque la résidence d'Alix, à Saint-Blaise-sur-Richelieu, a été la proie des flammes. Mathis, mais je savais déjà qu'il était mort parce qu'il était, comparativement d'habitude, il était tout raide. Quelques jours seulement après les funérailles de Mathis, Mélanie Alix était accusée de meurtre prémédité, de tentative de meurtre sur sa petite fille de 3 ans et d'incendie criminel. Ce n'est qu'à partir de ce moment que la police de Saint-Jean a commencé à faire le lien avec la mort de sa mère, survenue 2 ans plus tôt. Aujourd'hui, tout est en place pour un procès aussi émotionnel qu'inusité.
Le procès de Mélanie Alix, qui devait débuter le 29 mars au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, n'aura pas lieu avant l'automne. La poursuite va ainsi pouvoir jumeler les deux causes de meurtre dans un seul et même procès. La Cour supérieure va probablement accorder un changement de venue à Mélanie Alix, qui risque d'avoir du mal à trouver un jury impartial dans le district d'Iberville. Depuis quelques jours, les proches de Mélanie Alix sont rencontrés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Joint au téléphone, le frère de l'accusé, François Alix, a semblé secoué par ce nouveau développement, même s'il s'attendait au dépôt de nouvelles accusations. Joël Goulet, TVA, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça joue dur ces temps-ci à Laval, 2 semaines après la fusillade qui a fait 2 morts au bar Mumba, un homme qui a été abattu à bout portant ce matin devant un commerce. Et Jean-François Guérin, ça sent le règlement de compte, là. Absolument. On peut se demander ce qui se passe par les temps qui courent à Laval. Laval qui, normalement, a sur les bras 4 ou 5 meurtres par année. Là, on en a 3 en une période d'une semaine avec les événements du bar Mumba la semaine dernière. Une chose est sûre, ce matin, ça s'est passé avec la vitesse de l'éclair et des dizaines de témoins n'ont pu assister impuissants à la scène. J'ai entendu le premier coup de feu. J'étais sûr que c'était un mofleur qui venait de sauter, quelque chose. Là, je me suis viré, puis j'ai vu le gars après de tirer les 5 ou 6 derniers coups. C'est dans le plus pur style du règlement de compte que la victime a été abattue. Un peu après 10 heures, l'homme de 33 ans, une relation des motards, se trouvait dans un terrain de stationnement attenant une boutique de luminaires du boulevard Saint-Martin lorsqu'il a été exécuté. Cet homme a assisté à la scène. Je suis parti après, j'ai crié 2 coups. Les 2 shots, il s'est reviré vers moi, puis il n'a jamais arrêté. Des dizaines de clients étaient attablés pour le déjeuner dans le restaurant voisin. Peut-être 5-6 personnes qui ont vu vraiment bien ce qui est arrivé, là, puis ont vu le gars aussi. Là. Comment vous êtes aperçu de ce qui s'était passé? J'ai entendu les coups de feu. Puis je suis sortie dehors avec un autre employé pour aller voir ce qui s'était passé. Les premiers témoins ont bien tenté de venir en aide à la victime, mais il n'y avait plus rien à faire. Je pense il était déjà mort, je pense, ou il avait plein de sang, puis il était déjà commencé à blêmir. Fait que... Il avait été atteint à quel endroit, d'après vous? Dans la tête. Les policiers pensent qu'un véhicule attendait le suspect ici, en bordure du boulevard Saint-Martin. Le tireur y serait monté et par la suite, le véhicule en question aurait pris la direction de l'autoroute 15. Un Suzuki Sidekick de couleur grise avec un ou plusieurs individus à bord. Et les gens qui ont des informations concernant ce véhicule-là peuvent nous contacter. Ce meurtre survient une semaine après la fusillade qui a fait 2 victimes dans un resto-bar de Laval et à moins d'1 kilomètre de l'autre événement. Les enquêteurs n'établissent cependant aucun lien pour l'instant entre les 2 affaires. Reste que ceux qui ont perpétré l'attentat devaient être décidés pour s'exécuter en plein jour devant des dizaines de témoins potentiels. En fin de journée, l'enquête a été transférée à la Sûreté du Québec, signe que le meurtre est relié au crime organisé. Jean-François Guérin, TVA, Laval. Dans la Naudière, un homme de 86 ans, résident d'un centre d'hébergement privé de Rawdon, est mort empoisonné. Il avait avalé un produit corrosif. Harold, vous avez appris que sa famille a intenté une poursuite. Oui, Pierre, ça s'est passé à la fin de 2002, mais on a découvert l'histoire aujourd'hui parce que la famille, donc, intente une poursuite contre le centre d'hébergement. C'est une triste histoire. C'est un centre qui a quand même une bonne réputation, semble-t-il, pour la qualité des soins. Il y a 80 personnes à l'intérieur. Et c'est une dame, une patiente qui souffrait, semble-t-il, d'Alzheimer, qui a pris un produit corrosif qu'on utilisait pour nettoyer, semble-t-il, les cabarets, qui en a versé un verre à un monsieur en pensant que c'était du jus d'orange. Évidemment, il est mort après d'atroces souffrances à l'hôpital et sa famille a beaucoup de difficultés à s'en remettre. Roger Théberge avait 86 ans. Comme toutes les personnes âgées de ce centre d'hébergement, il avait différents problèmes de santé et aussi des troubles cognitifs. Le 11 septembre 2002, il était dans ce salon. Il avait soif. Une autre patiente qui souffrait d'Alzheimer lui a fait boire, sans le savoir, un produit corrosif qui était dans un contenant comme celui-ci. Il en aurait bu la moitié d'un verre. Le produit était justement sur la main courante ici, sur la rampe, parce qu'on nettoyait les cabarets après avec. 3 employés se trouvaient sur l'étage, mais personne n'a pu intervenir à temps. Pourtant, ce n'était pas la première fois que la patiente tentait de servir le produit corrosif à d'autres personnes âgées. Il y avait tout le système digestif enflé.
On entendait râler. Tu sais, mettons, comme tu mets du Derano dans un égout, là, ça fait comme un... Tu sais, il parlait, puis ça faisait un ronronner de même. Moi, j'ai dit, ça se peut pas. Roger Théberge est mort 5 jours plus tard. Selon l'avocat de la famille, le centre d'hébergement a été négligent. Alors, dans un milieu de soins comme ça, l'obligation de centre et de tous les centres, d'ailleurs, c'est la même. C'est de s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux qui est à la portée des gens. À la suite des recommandations du coroner, plusieurs établissements de santé au Québec, dont le manoir Ether Lodge, ont modifié leur façon de faire. Tous les produits dangereux sont maintenant placés hors de la portée des patients. La direction utilise aussi des produits non toxiques. Le patient peut boire le litre au complet, sans aucun antécédent. Mais cela ne rassure pas complètement la famille Théberge, même si le coroner a demandé à tous les établissements de santé où il y a une clientèle en perte d'autonomie d'être extrêmement prudents. Ils sont pas en sécurité, ces vieux-là. On les place en conséquence qu'il n'y aura pas de danger, il va être bien surveillé, tout le kit, mais là, ils nous arrivent avec une bad luck de même. Moi, je trouve ça épouvantable. Les Théberge viennent de déposer une poursuite de 159 000 $ contre le... Pour moi, il est revenu. C'est un miracle. Puis si jamais il y a quelque chose que le système ou que moi je peux faire pour qu'elle puisse s'accepter mieux, que ça s'intègre dans la société, qu'elle puisse reprendre sa vie, c'est ce qui m'importe. Moi, tout ce que je fais, c'est me rétablir puis persévérer. J'aimerais avoir mon visage d'avant. J'aimerais plus voir mes cicatrices. Tu sais, de plus penser que j'ai eu un accident. Depuis la réalisation de ce reportage, Christine Banoub a eu de très bonnes nouvelles. Mercredi, un médecin mandaté par la SAAC l'a rencontré pour évaluer les séquelles de l'accident et déterminer les montants d'une indemnité. Entre-temps, son père a trouvé d'autres médecins qui pourraient faire la chirurgie du visage, des épaules et du dos. La région en action. Madame Julie Boulay, ministre déléguée au transport et responsable de la région, a accepté la présidence d'honneur de la 15e édition du Festival d'été de Shawinigan. Les festivités se tiendront du 25 au 30 juin prochain. Le dépanneur du Boisé s'est agrandi pour vous offrir... Le paradis, c'est vous autres. Vous me rendez tellement heureux. Animé par Éric Salvaille, 20 ans d'amour. Merci beaucoup. Au Gala Métrostar, ce dimanche dès 19h30. Présenté par Métro en collaboration avec Avino. Bientôt à JE, surfacturation, solde qui ne diminue pas. C'est pas facile d'être un abonné de Bell Mobilité par les temps qui courent. Même si la compagnie dit avoir réglé le problème, les lignes de JE, elles, ne dérougissent pas. Les problèmes chez Mobilité que nous avons vécus en 2004, suite au changement de système de facturation, sont réglés et derrière nous, oui. Parce que là, tu es obligé de t'ostiner avec eux. Puis là, tu t'ostines et tu dis, montez pas le ton. C'est tout de suite la menace, on va raccrocher. Ça dure depuis 9 mois où je dois, à tous les mois, appeler Bell Mobilité pour régler la facturation. C'est tout pour JE cette semaine. N'oubliez pas, si vous avez des choses à dénoncer, appelez-nous en toute confidentialité au 1-888-822-5353, par télécopieur au 514-598-3968 ou le courriel je@commercialtva.ca. Là-dessus, bonne fin de semaine. À vendredi prochain, 19h.